penses-tu que certaines personnes restent dans ce cercle et d'autres en sortent? Il y a des amis qui sont des compagnons de voyage, qui sont là sur un temps défini, avec qui on va beaucoup apprendre. Ça peut être 6 mois, 2 ans, 1 an, que ce soit volontaire ou involontaire. Ils ont fait partie de ton histoire, de ta culture, et c'est quelque chose de bien. Des fois, il faut cette fin pour apprécier le moment. Il y a des amis qui seront là toute ta vie et on ne soupçonne pas qu'ils seront là toute notre vie. On se rend compte juste qu'ils étaient là à un moment où ça allait, un moment où ça allait pas, et qui finalement, au fur et à mesure du temps, ils sont là de manière très ponctuelle. Mais ces amis-là, c'est des gens qui sont souvent dans l'ombre, qu'on ne met pas en avant, qu'on oublie peut-être des fois, qu'on oublie de remercier, qu'on oublie de chérir aussi, de faire des cadeaux à des amis ou à la famille surtout. C'est quelque chose de simple, dire merci, dire je t'aime, dire heureusement que tu es là. Ça me fait plaisir de te revoir, ça me fait plaisir de te voir tout simplement, envoyer un petit message de temps en temps. C'est des choses qui fait qu'une amitié dure, une amitié est solide. Et si un jour un ami te fait ressentir le fait qu'il n'est plus ton ami, c'est qu'il l'a jamais été en fait. Finalement, on se rend compte qu'il y a des personnes qui aussi profitent beaucoup, qui sont assez opportunistes. Malheureusement, c'est des gens qu'on ne peut pas choisir. Il faut avoir de bonnes intentions. Quand on rencontre des gens, quand on rencontre un futur ami, peut-être, il faut en tout cas que ça parte d'une intention qui soit saine et qui soit partagée. Quel est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime? L'aimer. Pour moi, c'est assez simple d'aimer quelqu'un. Il faut juste lui dire et lui montrer. Et il y a des paroles qui ne suffisent pas. Des fois, quand un ami est dans le besoin, il n'a pas besoin de l'exprimer pour que toi tu réagisses. Un ami, une famille, etc. On peut tout simplement réagir avant même qu'il parle. On se rend compte qu'il lui manque quelque chose, on se rend compte qu'il a quelque chose qui lui est précieux. Ben pourquoi pas le chérir, pourquoi pas lui offrir plus que ce qu'il n'attend de toi. Et finalement, c'est un cercle vertueux. Plus tu offres, plus tu reçois. Ça, tu l'as appris de tes amis ou de tes parents? Mes parents d'abord, ma famille, puis mes amis. C'est quoi que tu admires le plus chez tes parents? Ce que j'admire le plus chez mes parents. Difficile de choisir. C'est La première chose qui vient à l'esprit. leur amour. Ils m'ont donné beaucoup d'amour. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'aiment pour ce que je suis, qui ne sont pas dans le jugement, qui ne sont pas dans un élitisme ou une excellence personnelle, académique, professionnelle, sociale, etc. Non. Ils sont vraiment dans ce rapport très symbiotique d'amour d'une maman, d'un papa à un enfant. Ils n'attendent rien en retour. Et c'est ce côté désintéressé qui fait que tu te dis je suis obligé de leur donner 1 milliard de fois ce qu'ils m'ont donné. C'est impossible de les laisser dans cette situation. Même s'ils vont bien, je leur donnerai quand même. Si ça va pas, je serai là. Et il faut que ce discours reste par les actes. C'est assez simple de dire à quelqu'un quand ça ira pas, moi je serai là pour toi, ne t'en fais pas. Et le jour où ça arrive, finalement on se rend compte que on n'a pas été là au bon moment. C'est le plus dur. Et chez les parents, ça c'est des choses qui blessent. Des choses qui ne montrent pas. C'est des gens qui sont comme mes parents. Les autres je les connais pas et je pense que la plupart des parents, des mamans, des papas aiment leurs enfants pour ce qu'ils sont. Mais il y a des choses qu'ils n'iront jamais. Des blessures internes qui seront pensées uniquement par de l'amour que l'enfant redonnera à son parent dans sa jeunesse, quand ils auront leur enfant au plus bas âge, et surtout dans sa vieillesse. Comme ils t'ont pris soin de toi dans ta jeunesse, à toi de prendre soin d'eux dans leur vieillesse. Pour moi, c'est quelque chose qui me paraît évident. Quand on a des parents qui n'attendent rien en particulier de nous, comment savoir très tôt ce que l'on attend de soi-même? C'est d'abord se plaire à soi-même avant de plaire aux gens. Que ce soit tes parents ou qui que ce soit, il faut que tu sois en phase avec toi-même. Il faut vraiment que tu sois sur la même longueur d'onde entre ton être physique et ton esprit. Tu peux être ce que tu veux, tu peux faire un métier vraiment noble ou gagner très bien ta vie, mais si tu n'es pas en accord avec tes principes, tes fondamentaux, j'ai l'impression que tu seras toujours malheureux. Malheureusement, on peut pas plaire à tout le monde, que ce soit les amis, la famille ou les étrangers aussi. On a des fois ce culte de l'apparence, ce culte de la personnalité qui est mis en avant à travers des stars, en se disant que j'aimerais être aussi brillant que Mbappé, j'aimerais être aussi intelligent qu'Einstein, j'aimerais être aussi beau ou belle que Pamela Anderson. Et finalement, on essaie de plaire aux gens avant de se plaire à soi-même. Et pour moi, ça, c'est contradictoire.
Comment ça se fait qu'on vit avec cette contradiction? C'est le monde qui nous entoure. On a des canons de l'intelligence, des canons de la beauté, des ambitions personnelles qui sont forcément liées à quelqu'un ou à quelque chose. Quelqu'un qui fait un métier ou une fonction aujourd'hui a été inspiré par une autre personne. On essaye de casser ce mythe-là, mais un fils de boulanger a quand même beaucoup de proportions de devenir boulanger. Un fils de pilote ou une fille de pilote a beaucoup de proportions de devenir pilote, lui-même ou elle-même. C'est un mythe qu'on essaie de déconstruire, et finalement on se rend compte que c'est dans notre nature, c'est dans notre capital culturel, comme on l'a dit. C'est quoi aujourd'hui ta plus grande richesse? La plus grande richesse, je pense que c'est ma famille. C'est pour moi, à partir du moment où tu as une famille soudée, des gens qui s'aiment entre eux, de manière totalement désintéressée et qui t'apportent plus que de raison des fois, dans le bon sens du terme, c'est la plus grande richesse qu'on pourrait avoir. Parce que demain, tu perds ton emploi, tu tombes malade, tu as un handicap ou tu ne sais pas quoi faire de ta vie, les seules personnes qui vont venir te soutenir, ce sont ta famille. Ce sont les gens, les membres de ta famille. Et encore, des fois, on peut même aller encore plus loin. La seule personne qui pourra te soutenir, finalement, c'est ta maman, c'est ta mère. Et c'est pour ça que je plains beaucoup. Et on essaie de soutenir au maximum les orphelins sur cette situation. C'est vraiment un monde qui vit, qui est vraiment compliqué pour eux. Et je pense qu'il n'y a pas plus malheureux qu'un orphelin. Donc finalement, si on a cette occasion, cette opportunité, il faut les aider. Il faut les aider, ces jeunes, à leur donner leur voie, leur trouver des passions, des objectifs dans la vie. À partir du moment où ils auront un objectif, ou ils ont un objectif, ils vont avancer. Ils vont avancer plus ou moins seuls, mais ils vont avancer. Est-ce qu'on peut s'épanouir sans amour? Est-ce qu'on peut s'épanouir sans amour? Une question compliquée, ça. J'ai du mal à dissocier les deux. Quelqu'un qui est épanoui, c'est quelqu'un qui est heureux vis-à-vis de ses principes, vis-à-vis de sa culture, de ses passions et de sa raison aussi. Et tout ça, ça tourne autour du champ lexical de l'amour. Quelqu'un qui aime faire des mathématiques, si il finit comptable, il sera peut-être heureux. Quelqu'un qui aime bien manger, peut-être que s'il passe à un régime strict, il sera très malheureux. Forcément, à mon avis, à mon humble avis, l'épanouissement passe quand même par l'amour. L'amour de ce qu'on fait, l'amour de ce qu'on est. Alors, la finalité d'un travail, est-ce que c'est nous permettre d'atteindre des objectifs qui vont nous rendre heureux, ou c'est aimer ce que l'on fait, peu importe les objectifs? Et on est très, en tout cas l'être humain peut s'adapter à une quelconque situation. Demain, aujourd'hui le pays est en paix, on vit bien, en France en tout cas, il y a des pays en guerre où ces humains-là vivent aussi. Ils vivent une autre vie, ils vivent un calvaire sans doute, en tout cas ils le vivent. Et finalement, on peut être heureux quel que soit le métier qu'on prévoit de faire ou qu'on fait actuellement. C'est vraiment une question de volonté, c'est vraiment une question aussi d'entourage. Quelque chose qui joue beaucoup dans un métier, c'est l'humain, c'est les équipes avec qui on travaille. Il y a des gens qui font des métiers incroyables, qui sont seuls, qui finalement sont malheureux. Donc il y a bien une leçon à garder de ça, c'est soyez heureux, quel que soit le monde dans lequel vous évoluez. Prenez plaisir à faire ce que vous faites, que ce soit noble ou pas, tant que vous êtes heureux, c'est essentiel. Comment on fait pour... c'est ma dernière question. Comment on fait pour trouver le bonheur dans un monde en crise comme le nôtre aujourd'hui? Comment faire pour trouver le bonheur dans un monde en crise? Le bonheur, c'est très subjectif. Les gens qui sont en guerre, le Yémen, la Syrie, l'Afghanistan actuellement, il y a des gens quand même qui sont heureux, qui vivent, qui sont épanouis dans leur monde parce qu'ils ont un cocon, un confort. Ils peuvent être heureux tout simplement en famille, ils peuvent être heureux en gagnant très bien leur vie, ils peuvent être heureux en faisant le tour du monde. Le bonheur, c'est très subjectif. Donc qu'on soit en crise ou pas, ça n'influe pas le bonheur, je pense. Alors où est-ce qu'on va le chercher? Le bonheur, c'est au fond de soi. Finalement, on ait un sou dans la poche ou pas, si on est heureux, si on vit avec des gens qui nous apportent ce bonheur, qui nous apportent cet épanouissement personnel, c'est vraiment quelque chose qui se tire au plus profond de soi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, tout le monde peut être heureux. On est heureux ou on le devient?
Parce que tu sais, il y a des gens quand même, ils sont rassas, quoi, tu vois, on dirait naturellement, ils sont déprimés. Alors, est-ce qu'on le met ou on le devient? C'est compliqué ça. Il y a des gens qui... on peut pas naître heureux, parce que dès qu'on est, on pleure. Donc forcément, c'est qu'on était malheureux à un moment ou à un autre. Il y a une galère. On était dans quelque l'histoire. part peut-être mieux que maintenant. Mais finalement, le bonheur ça se crée. Le bonheur ça se crée, on peut pas se dire qu'on sera éternellement malheureux. Après le soleil, après la pluie, le beau temps plutôt. Est-ce que